Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de 64 minutes. Près de 3 semaines après le début de la guerre contre l'Iran menée par les États-Unis et Israël, on compte déjà plus de 2200 morts, dont la majorité en Iran et au Liban. Jusqu'où ira l'escalade dans la région? À quel moment Donald Trump estimera qu'il a atteint ses objectifs de guerre? Est-ce un conflit légitime? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Robert Malley. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des diplomates américains qui connaît le mieux le Moyen-Orient et en particulier l'Iran. Ancien conseiller de Bill Clinton, de Barack Obama et de Joe Biden, vous avez été au cœur des négociations de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous aider justement à comprendre ce qui se joue dans cette guerre. Pour m'accompagner dans quelques instants, notre éditorialiste Slimane Zeguidour va nous rejoindre. Mais d'abord, Donald Trump a entre autres justifié cette guerre par la menace nucléaire iranienne qui pesait sur le reste du monde. Cette question est donc au cœur des préoccupations occidentales depuis des décennies. Bonsoir Pascal. Bonsoir Amal. Alors tout d'abord, quand le programme nucléaire iranien a-t-il été révélé au monde ? Au début des années 2000, lorsque des opposants iraniens en exil annoncent l'existence de sites nucléaires jusque-là secrets, notamment à Natanz et Arak, ces révélations déclenchent immédiatement une enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Les inspecteurs cherchent alors à vérifier si ces installations servent uniquement à des usages civils ou si l'Iran cherche à développer l'arme nucléaire. Et c'est à partir de ce moment-là que la question du nucléaire iranien devient un dossier diplomatique majeur qui va conduire des années plus tard à un accord international signé en 2015. Et pourquoi justement cet accord signé en 2015 est considéré comme historique ? Parce que c'est la première fois, après 12 ans de crise, que l'Iran accepte de limiter très strictement son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques. Le 14 juillet 2015, à Vienne, l'Iran signe un accord appelé le JCPOA, le Joint Comprehensive Plan of Action. Il est conclu avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, plus l'Allemagne. Dans cet accord, Téhéran s'engage notamment à réduire ses stocks d'uranium enrichi, à démonter une partie de ses centrifugeuses et à autoriser des inspections internationales. Mais cet accord ne va pas durer longtemps. En effet, 3 ans plus tard, le 6 mai 2018, le président américain Donald Trump va en quelques secondes déchirer un accord diplomatique négocié âprement pendant 12 ans, une option radicale qui fragilise fortement l'accord sur le nucléaire iranien. J'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retireront de l'accord nucléaire iranien. Il rétablira aussi les sanctions nucléaires américaines contre le régime iranien. Quelles ont été les conséquences depuis ? Après le retrait américain, l'Iran commence progressivement à s'éloigner de ses engagements. Le pays augmente son niveau d'enrichissement d'uranium et relance certaines activités nucléaires. Les discussions pour relancer ou remplacer l'accord de 2015 restent très difficiles et ne reprendront qu'en avril dernier. Et alors que le président américain se dit assez proche d'un bon accord et qu'un 6e cycle est prévu, Israël frappe son ennemi juré le 13 juin 2025, bombardant des centaines de sites militaires et nucléaires. Merci beaucoup Pascal Vessé pour toutes ces explications. Robert Malley, justement, il y a 10 ans, vous faisiez partie de ces diplomates occidentaux qui parlaient aux Iraniens. Comment se passaient ces discussions? Est-ce qu'il y avait des tensions? Il y a toujours des tensions dans les négociations, sinon il n'y aurait pas lieu d'avoir des négociations parce qu'il y avait des différends très graves. Il y a toute une histoire de tensions, de crises, de malentendus entre l'Iran et les États-Unis, de stratégies opposées, d'hostilité. Mais au bout du compte, on a réussi à trouver un accord et je pense que cet accord se compare très favorablement et à la décision du président Trump de réimposer les sanctions maximales et à sa décision d'en venir à la guerre. Les Israéliens et les Américains n'ont cessé de marteler que les Iraniens étaient proches d'avoir une arme nucléaire fonctionnelle. C'était déjà l'argument avancé pour la guerre des 12 jours. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, on sait bien qu'il y a eu un effort militaire iranien, mais on sait également qu'avec l'accord, le JCPOA dont vous avez parlé, l'Iran était loin de pouvoir acquérir une bombe. Après le retrait par le président Trump, retrait unilatéral et sans justification parce que l'Iran respectait l'accord et le mettait en œuvre, évidemment, c'est vrai, l'Iran s'est remis à enrichir à des niveaux plus élevés, à accumuler cet uranium enrichi et à développer des centrifugeuses plus avancées. Mais de là à dire que l'Iran était juste au point de développer une bombe, c'est une fausseté, c'est un mensonge. Et je pense que tous les experts nucléaires le reconnaissent. Ça ne veut pas dire qu'avec le temps, l'Iran n'aurait pas pu acquérir une bombe, mais elle n'était pas en train de développer l'option militaire au moment où la guerre a été déclarée. Justement, vous parliez d'uranium enrichi.
à usage militaire. C'est quoi la différence entre justement l'uranium enrichi à usage militaire et avoir une bombe nucléaire qui est fonctionnelle? Écoutez, il y a au moins 3 différences. Première différence, c'est quel est le niveau d'enrichissement. Il faut enrichir l'uranium à peu près 90% pour qu'elle soit à usage militaire. L'Iran l'enrichit à peu près à 60%, ce qui est important, ce qui est grave, mais on n'en est pas encore aux 90%. Il faut également qu'elle développe le moyen de le convertir en bombe, et puis il faut les moyens de, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire en français, de livraison de l'arme, pour les missiles à longue portée, pour pouvoir s'en servir. Donc, je pense que les experts diraient qu'ils étaient au minimum à 6 mois, peut-être 1 an de pouvoir tout faire. Et n'oubliez pas que l'Iran n'est quand même pas une société où elle peut tout cacher. On a Israël et les États-Unis qui ont une visibilité assez extraordinaire. Donc, il est dur d'imaginer que l'Iran puisse enrichir à 90% et compléter sa marche vers une bombe nucléaire sans qu'Israël ou les États-Unis ne s'en aperçoivent. Et à ce moment-là, ils auraient pu prendre, s'ils le voulaient, ils auraient pu s'en prendre à l'Iran. Mais il n'y avait aucune urgence au moment où ils l'ont fait, d'autant plus que les États-Unis et l'Iran étaient en plein milieu d'accords que les médiateurs eux-mêmes ont qualifié de prometteurs. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait pas de menace imminente pour les États-Unis? Non, et je remarque qu'aujourd'hui, un responsable américain de haut rang a démissionné en disant justement, c'est le responsable du centre de lutte contre le terrorisme, en disant il n'y avait pas urgence, il n'y avait pas de péril immédiat. Oui, Joe Kent, c'est une première? C'est une première sous l'administration Trump, et je dirais même plus que c'est l'officiel il a un rang plus élevé que n'importe quel officiel qui a démissionné de l'administration Biden pendant la guerre de Gaza. Donc c'est tout de même symboliquement important. C'est pas un nom commun, je pense pas que les Américains, moi-même je ne savais pas qui c'était, mais ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de remous dans la base MAGA, parce que c'est quelqu'un qui le dit dans sa lettre de démission, qui a voté pour le président Trump en 2016, en 2020, en 2024. C'est un loyaliste, comme tout ce que le président Trump a nommé, mais qui là s'estime trahi parce que d'abord, ça va à l'encontre de tout ce que le président Trump a promis pendant sa campagne électorale, et deuxièmement, comme on le disait, il n'y avait pas de menace qui puisse justifier cette guerre. Justement, 48 heures avant le déclenchement de la guerre, vous l'avez dit, il y avait des négociations qui étaient en cours et qui semblaient même avancer. Vous qui connaissez les coulisses de ce genre de négociations, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette guerre a éclaté? C'est quoi? C'est un échec de la diplomatie? Il faut imaginer, il faut d'abord se réfléchir à la question de savoir si cette diplomatie était sérieuse du point de vue américain. Bon, moi, j'ai parlé à plusieurs officiels qui étaient présents ou qui étaient juste aux alentours des négociations. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore d'accord, c'est vrai qu'il y avait encore du chemin à parcourir, mais tous m'ont dit que l'Iran avait fait des propositions plus intéressantes, plus avancées que ceux qu'elle avait présentés par le passé, et plus contraignantes sur le point de vue nucléaire que ceux à quoi elle s'était mise d'accord, ceux avec lesquels elle s'était mise d'accord en 2015 pour l'accord du JCPOA. Donc si le président Trump voulait obtenir un accord supérieur à l'accord de 2015, je pense que c'était à portée de main. À mon sens, donc ça veut dire quoi? C'était des négociations de façade? Les États-Unis se préparaient déjà à attaquer? Je pense que tout s'est déroulé dans la tête du président Trump, qui avait une réalité parallèle. Il y avait les négociations à Muscat et à Genève, et puis il y avait la réalité qui se déroulait dans le cerveau du président Trump, et lui-même a dû se dire, soit l'Iran va capituler, alors j'aurai une victoire claire, soit je vais faire la guerre, parce que les gens me disent, et quand je dis les gens, c'est ceux qui voulaient la guerre, le Premier ministre israélien, mais également certains des hommes politiques américains qui ont dû lui dire Monsieur le Président, vous pourrez rentrer dans l'histoire à prix assez bas comme le président qui aura le premier taclé cette menace iranienne qui nous nargue depuis 47 ans. Et vous pouvez le faire assez facilement parce que c'est un régime qui chancelle et la puissance américaine est telle que ce régime soit s'écroulera, soit il cédera. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. On va écouter justement le président américain Donald Trump qui s'est exprimé hier. On ne peut pas laisser l'Iran, véritable nation de terreur et de puissance, agir ainsi. Regardez ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Ils n'étaient pas censés s'en prendre à tous ces pays du Moyen-Orient. Leurs missiles étaient pourtant destinés à les atteindre. Ils ont donc touché le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Koweït.
Personne ne s'y attendait. Nous avons été choqués. Quant aux autres pays, ils ont riposté. Ils auraient pu capituler. Mais imaginez si nous n'avions pas été là. Ils disposent d'une puissance colossale. Ils ont des milliers de missiles, dont nous avons neutralisé la plupart. Robert Mallet, une des questions qui taraudent les alliés traditionnels des États-Unis au Moyen-Orient, c'est celle de la fiabilité de la protection américaine. Vous le savez, depuis 80 ans, les pays arabes ont conclu avec les États-Unis un traité, une sorte de traité de sécurité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'une douzaine de bases américaines qui sont installées dans les pays du Golfe, non seulement ne servent pas de bouclier pour les protéger, mais sont devenues des paratonnerres qui leur rapportent les foudres du gouvernement et de l'État iranien. Aujourd'hui, Doha a été bombardée par l'Iran alors qu'il y a une base américaine de 10 000 soldats à peu près. Est-ce que cette protection américaine ne va pas être écornée par 3 semaines de guerre où ces pays-là sont arrosés chaque jour et l'Amérique est incapable de les protéger? Vous savez, je pense que les pays du Golfe vont en tirer des enseignements un peu contradictoires. D'un côté, vous avez raison. Non seulement le parapluie américain n'a pas réellement fonctionné, mais même les initiatives des pays du Golfe et des pays arabes qui ont cherché à dissuader le président Trump de lancer cette guerre ont échoué également, malgré tout l'investissement qu'ils ont mis à avoir de bonnes relations avec lui. Donc, ils ont essayé de le convaincre avec de l'argent, avec le soutien politique, diplomatique sur Gaza et autres. Et d'un autre côté, vous avez le Premier ministre israélien et certaines voix américaines qui ont eu le dessus sur ces pays du Golfe et ces pays arabes. Donc d'un côté, évidemment, comme vous le dites, bouclier qui a été percé, Amérique qui est un peu qui sert c'est la cause même des attaques contre les pays du Golfe et limite de l'influence arabe. Mais d'un autre côté, imaginez que cette guerre ait eu lieu sans la présence américaine, sans les intercepteurs américains. Donc, dans un sens, la leçon que les pays du Golfe ont retenue également, c'est on a toujours besoin de ce parapluie, même s'il est troué, parce qu'on n'en a pas d'autre. Donc, je pense qu'à la fin de cette guerre, les pays du Golfe vont se poser des questions, mais est-ce qu'ils ont réellement un choix à un moment où il n'y a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres, eux-mêmes n'ont pas les moyens de se défendre. Donc, je ne pense pas que ça remettra en question l'alliance avec les États-Unis, bien que, comme vous le dites, elle pourrait être théoriquement remise en question. Mais s'ils n'avaient pas ces bases américaines, les Iraniens auraient eu moins d'arguments pour les attaquer. C'est sans doute vrai, mais il y a quand même une histoire d'hostilité entre les pays arabes et l'Iran. Ils peuvent se dire, un jour, si l'Iran était puissant, il pouvait se reconstruire et il n'y avait pas de protection américaine, peut-être, j'en sais rien, mais ils se disent, peut-être que l'Iran nous attaquera. Donc, encore une fois, je dis que c'était des leçons paradoxales. Même chose sur les relations normalisées avec l'Iran. Les pays arabes ont beaucoup investi, les pays du Golfe en particulier, pour améliorer leurs relations avec l'Iran depuis quelques années. Bon, on voit bien que ça n'a pas vraiment réussi, puisqu'aujourd'hui, ils sont la cible des attaques iraniennes. Mais une fois la guerre terminée, est-ce qu'ils vont se dire tout de même, mieux vaut essayer de trouver une relation amicale ou plus apaisée avec l'Iran? Donc, double leçon, le parapluie américain et les relations avec l'Iran n'ont servi à rien, parce que l'Amérique ne les a pas protégés, au contraire. L'Iran ne les a pas épargnés, au contraire. Et pourtant, après cette guerre, j'imagine que que les pays du Golfe vont renouer avec le parapluie américain et renouer à un moment avec les tentatives de dialogue avec l'Iran. 3 semaines après le début de cette guerre, on a toujours du mal à comprendre les objectifs de Donald Trump. On a un peu l'impression qu'il improvise. Est-ce que c'est la guerre de Donald Trump ou est-ce que c'est la guerre de Benjamin Netanyahou? D'abord, vous n'êtes pas la seule à être confuse parce qu'il suffit d'écouter le président Trump, ne serait-ce qu'au cours d'une conférence de presse, sur une journée, sur une heure, sur quelques minutes, il se contredira, il donnera des objectifs totalement contradictoires. Donc, oui, c'est la guerre de Donald Trump. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la guerre de quiconque d'autre. Personne ne lui a mis la pression pour qu'il y aille. La pression, on a pu l'encourager. Je l'ai dit tout à l'heure, j'imagine que le Premier ministre israélien, qui le connaît bien, qui sait bien comment lui parler, a dû lui dire « Vous avez devant vous l'opportunité d'être un président américain historique. Et je serai avec vous et nous pouvons enfin mettre un terme à cette menace iranienne qui est là depuis 47 ans. » Donc je suis sûr que le Premier ministre a beaucoup encouragé et qu'il a joué un rôle important. Mais au bout du compte, le président Trump sait dire non.
Il a décidé de dire oui, donc je pense que la responsabilité lui incombe. Et tout ce qu'on entend de la part de... Enfin, ce sont des fuites, mais que très peu d'officiels américains de haut rang, les membres de son cabinet, ont encouragé cette guerre. Je pense que beaucoup étaient très réticents, en particulier le vice-président J.D. Vance, qui doit penser, lui, à se présenter dans 3 ans, et qui sait bien que cette guerre n'est pas populaire. Mais lorsqu'on est empereur, comme le président Trump, on n'a pas en face de soi des gens qui vont parler honnêtement, qui vont parler avec franchise. On a devant soi des gens qui vont être plutôt serviles. Et s'ils voient que le président veut aller en guerre, ils vont acquiescer parce que l'alternative, c'est d'être viré. Et dans tout ça, les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il n'y a pas eu plus d'opposition que ça, en tout cas pas assez ferme. Oui, c'est mon impression. Et honnêtement, après les grands discours de Munich et de Davos, où l'Europe disait « nous devons nous affranchir de la tutelle américaine, nous devons inventer dans un sens un nouvel ordre qui serait moins hypocrite, où il y aurait moins de 2 poids 2 mesures ». Or, l'opportunité s'est présentée à eux quelques semaines après, et le premier test, ils ont échoué en refusant de condamner fermement. Ils pourraient condamner, bien sûr, les attaques iraniennes contre les pays du Golfe, contre le détroit d'Ormuz, je comprends, mais ne pas condamner l'illégalité et le fait que la guerre menée par les États-Unis et Israël n'a aucune justification, ni politique, ni stratégique, ni légale. Ils auraient pu, L'Europe n'a plus aucun poids? Aucun poids, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est un poids qui semble s'amenuiser d'année en année. Merci beaucoup, Robert Mallet, d'avoir été avec nous. Merci.